Bonsoir, vous allez bien, impeccable. Alors c'est reparti pour une session de lecture. Donc livre, Elisabeth Gouge, La colline aux gentianes. La colline aux gentianes. C'est parti. Chapitre 1er. Par une claire soirée du mois d'août, la flotte entrait à Torbay. Portée sur la laine légère d'un vent favorable, c'était un spectacle si enchanteur que les pêcheurs des villages regroupés autour de la baie le contemplaient émerveillés, délaissant sa tâche coutumière et abritant ses yeux de la main chacun de s'efforçait, consciemment ou non, d'imprimer en lui cette vision assez profondément pour qu'elle demeure un trésor jusqu'à la fin de sa vie. Depuis que l'Angleterre était en guerre avec la France de Napoléon, la flotte fréquentait beaucoup Torbay. Monté sur le Victory, l'amiral Hardy s'y était bien souvent rendu. C'est le Torbay que l'amiral Rodney avait cinglé vers la bataille des Saintes. 3 fois dans l'espace d'une année, le comte Saint-Vincent y avait jeté l'ancre, et c'est là que Nelson lui avait rendu visite. Mais aucune de ses majestueux alliés et venus n'avait eu la même beauté irréelle que la paisible et discrète arrivée de 2 vaisseaux de ligne et 4 frégates, dans l'ultime resplendissement d'un magnifique coucher de soleil. Ces derniers rayons effleuraient le rempart des vertes collines à l'ouest, emplissaient d'or liquide les vallées ombreuses et s'épanouissaient glorieusement parmi les vastes espaces du ciel et de la mer. La crête des vagues et le cirrus délicat captaient les paillettes de lumière qui traçaient un filigrane de flammes sur le métal poli de la mer et du ciel embrasé. Tout était silence sur mer et sur terre, et les blanches mouettes aux ailes bordées d'or planaient sans bruit. Les demi-cercles d'eau resplendissante qui rythmaient le jusant ruisselaient doucement sur le sable blond, et le clapotis léger du flot, le long des jetées et contre la coque des barques de pêche, se perdait dans l'ample silence. Dans ce vaste espace, et cette lumière radieuse voguaient les beaux navires, et pendant un inoubliable instant, ils parurent aspirer toute cette beauté comme le soleil aspire la rosée. Chaque coque de chêne, si majestueuse, et pourtant si rapide, resplendissait depuis l'éclat rougeâtre du cuivre qui revêtait les œuvres vives jusqu'au jaune citron du pont des batteries basses. Les poupes bariolées, les figures de proue sculptées et dorées, les vitres des hublots étincelaient et miroitaient cependant. La splendeur des coques était encore surpassée par l'aérienne beauté des mâts qui se présentaient en enfilade, et la courbe des voiles dont les plis recueillaient la lumière aussi délicatement que des fleurs, malgré leur force redoutable. Des pavillons flottaient aux grands mâts, aux mâts de misaine et d'amont, et dans le sillage de chaque bateau, l'écume brillait comme de la neige. Le soleil disparut, l'étincelante lumière abandonna les collines, les couleurs resplendirent un dernier instant avant de s'éteindre. Glissant doucement sur leur air, les bateaux gagnèrent l'ancrage pour y rentrer dans leur repos. Le soir tomba, des lumières brillèrent, çà et là sur les bateaux et sur le rivage. Des faibles lueurs scintillèrent au ciel. Le silence demeura inviolé dans une paix profonde. Du rivage, les bateaux apparaissent comme des spectres tandis que des navires on apercevait sur la rive les flancs fantômes lumineux des villages. Et selon la coutume des humains, chacun souhaitait la place d'un autre et désirait ardemment celle où il n'était pas. Le midship Anthony Louis-Marie O'Connell, au bord de la frégate, capitaine, ne faisait pas exception à cette règle. En cet instant, il subissait le châtiment dévolu aux midship qui ne sont laissés aller au sommeil pendant leur quart. Ils étaient pendus croix dans les haubans,
la tête brûlante, frissonnant de tout son corps sous le seau d'eau qu'on venait de lui jeter à tout voler. Ses nerfs vibraient comme ils allaient se briser, et ils avaient le cœur plein d'amertume, de fureur et de désespoir. On l'avait traité avec le plus révoltant injustice. L'exposition était le châtiment légal de la faute qu'il avait commise, et il aurait enduré stoïquement si l'on n'y avait pas ajouté la rincette, l'aspersion d'un baquet rempli d'eau. Cette aspersion, qui est aussi un châtiment destiné à ceux qui ont dormi pendant leur quart, ne doit jamais être ajoutée à la peine du pilori. Exposition ou rincette, non point les deux, telle est la règle de la marine. Mais sur ce bateau, il n'y avait pas de justice, c'était un fichu navire. Il y avait peu de mauvais bateaux dans la flotte anglaise, mais il en existait quelques-uns, et celui-là était du nombre. En fait, dans l'opinion du midship, O'Connell ne c'était pas un bateau de tout, mais le plus sombre gouffre de l'enfer. Il avait le diable pour capitaine, des démons pour officier, et une armée de rats pour épage. Le jeune homme s'efforça de changer les positions. Douleur comparable à la brûlure d'enfer rouge fulgura le long de sa colonne vertébrale. Il gémit et jura en sourdine, mais avec voluptilité. Il avait exactement 8 semaines qu'il était dans la marine, et pour contrebalançant. Et voilà, c'était une session de lecture. Désolé, le téléphone vient de sonner, hein, donc excusez-moi, pardon. Donc voilà, c'était un livre, Elizabeth Goudge, La colline aux gentianes. Voilà, voilà, c'était une session de lecture. Donc derrière ce livre, il y a écrit « Livre de poche », a déjà publié d'Elizabeth Goudge, L'auberge du pèlerin, La cité des cloches et L'Arche dans la tempête. Voilà, alors du coup, ça fait premier livre, La colline aux gentianes, deuxième livre, L'auberge du pèlerin, troisième livre, La cité des cloches, quatrième livre, L'Arche de la tempête. Allez, ciao tout le monde, je vous dis à bientôt, et puis bon week-end, salut, ciao.